10 000 fois tant mieux, ça veut dire que le niveau d'éducation s'est élevé assez pour que les gens se pensent comme composantes et prenant en charge toute la société et pas seulement un secteur qui est censé libérer tous les autres. S'il reste quelques marxistes dans la salle, vous savez qu'il y a un moment assez mystérieux dans la doctrine qui est la nôtre, où les prolétaires se libérant de leur chaîne libèrent toute la société, mais l'opération a l'air assez métaphysique. Hein. Parce que quand les uns se libèrent... Bon, bref, l'histoire a été résumée à un aspect. Et là, j'interpelle aussi, les autres ne comprennent même plus de quoi je parle. Mais la vision soviétique du monde, c'est-à-dire la transformation révolutionnaire par l'émergence des soviets. Mais quand la révolution de 1917 a lieu, il n'y a pas que des soviets d'ouvriers, il y en a d'ailleurs fort peu. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers, très peu d'usines. Ce sont des soviets de soldats, ce sont des soviets de femmes, ce sont des soviets de paysans, des soviets de quartier. Bon, un soviet, qu'est-ce que ça veut dire? Conseil. Qu'est-ce qu'un conseil? Une assemblée citoyenne. Si bien que la base de la révolution citoyenne, c'est l'assemblée citoyenne. À ne pas confondre avec un meeting du Front de gauche. L'assemblée citoyenne, c'est les gens s'investissant en commun pour régler en commun les problèmes. Il faut donc respecter l'idée d'assemblée citoyenne. La base de la révolution citoyenne, ce sont les assemblées citoyennes. C'est pourquoi les assemblées citoyennes faisant la révolution citoyenne se donnent pour premier objet politique le peuple de se constituer en tant que peuple acteur et pas en tant que somme d'individus agissant en faisant une constitution. C'est pourquoi les processus de révolution citoyenne, chaque fois qu'ils ont lieu, doivent donner lieu à une constituante. Et peut-être est-ce l'erreur terrible qui a été commise dans la naissance du communisme de 1917. C'est que l'Assemblée constituante, nous l'avons dispersée. Je dis nous, j'y étais pas, mais je suppose que j'aurais été solidaire. Alors qu'il y a un débat, pardon là ça vraiment ça devient du bac plus 15, de la philosophie politique, oui il y a un grand débat, pour ceux que ça intéresse, les questions de la lutte révolutionnaire concrète. Quand est-ce qu'on prend le pouvoir? Quand tout le monde est dans la rue et tout le monde est armé. On est dans une guerre mondiale à l'époque. Lénine dit c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, il faut le faire, il faut que le parti le fasse. Et la discussion a lieu, et d'autres disent, en l'occurrence Trotsky, on attend quelques jours la convocation du congrès pan-russe des soviets. C'est du détail, mais il y a bien dans la salle des gens qui un jour ou l'autre auront à prendre en charge les tâches stratégiques de notre mouvement. C'est chacun son tour, hein, les amis. Hein. Et je vous jure que ça arrive plus vite que prévu. Hein. Eh bien, la discussion qu'il y a là, elle est fondamentale. Qui prend le pouvoir? Le parti révolutionnaire? Il est une avant-garde? Il est une incarnation de la classe agissante qui va se libérer et libérer tous les autres? Ou bien le peuple lui-même? Quand on dit c'est le congrès pan-russe des soviets qui doit prendre le pouvoir, on dit c'est le peuple lui-même. On dit c'est l'assemblée des conseils. Et ça, pour moi, dans l'écosocialisme, c'est fondamental. L'acteur, ce n'est pas une concession que nous faisons. Ce n'est pas les grands révolutionnaires omniscients font une concession à l'adversaire en acceptant qu'il y ait de la démocratie. C'est que nous avons besoin de la démocratie comme moyen de confrontation. Donc nous avons besoin d'une démocratie contradictoire, pas d'une démocratie où tout le monde est d'accord. Nous avons besoin du conflit, nous avons besoin de l'opposition, de la contradiction des points de vue, parce que c'est la condition pour trouver le chemin. Ce n'est pas l'unanimité. Et de même que le conflit crée la conscience, tandis que le consensus l'étouffe et pousse à la routine, de la même manière, c'est le conflit le moteur de la pensée, la contradiction. Ce n'est donc pas une concession, c'est consubstantiel à la doctrine éco-socialiste. Nous avons besoin de la contradiction et de la liberté absolue de discussion. La liberté absolue de discussion veut donc dire le contrôle de ceux qui rendent possible ou non cette discussion. Je veux dire donc des moyens médiatiques. Parce que si nous devons avoir l'indépendance et la diversité de la presse pour avoir le droit de dire tous la même chose, ça n'a aucune espèce d'intérêt pour la démocratie, et c'est là-dedans que nous vivons, ou à peu près aujourd'hui. Par conséquent, ce point de la révolution citoyenne est l'outil de l'écosocialisme. Il y a une connexion totale entre la doctrine écosocialiste et le moyen qu'elle utilise pour prendre le pouvoir. Et donc de l'outil politique, mais ça, c'est peut-être pas le lieu, qui rend possible cette transformation. Le parti d'avant-garde ne sert à rien. Nous avons besoin d'un parti éclaireur. Le parti, peu importe la forme, que ce soit un front ou ce qu'on veut. Hein. Mais autrefois, pendant des générations, on a réfléchi à ce parti. Le parti qui concentrerait et qui serait l'avant-garde. En plus, professionnel pour certains. Alors, on était arrivé au bout du truc.
Nous avons besoin d'un parti éclaireur, c'est-à-dire qui met la lumière sur tous les aspects de la situation. Bien sûr, pour aider à apercevoir ce qui nous intéresse pour avancer dans notre direction, mais qui met la lumière sur tous les aspects. La compréhension appelée par une conscience révolutionnaire, c'est une compréhension large, ouverte, intégrant tout ce que les savoirs de son temps permettent d'avoir à l'esprit pour mieux comprendre ce qui se passe vraiment et discerner. Parce que discerner est une activité intellectuelle qui nécessite des outils. Il ne suffit pas de voir pour savoir. Il faut pouvoir discerner. Il ne suffit pas de regarder pour comprendre. Et des fois, c'est en regardant qu'on ne comprend plus rien. Car la réalité est toujours à deux plans. Le premier, c'est celui de notre sentiment immédiat, de nos sens, de notre imagination spontanée. Et le second est celui de la mise à distance qui permet la compréhension des articulations réelles entre les éléments de la réalité. La compréhension résulte du conflit. Le conflit crée la conscience a besoin de lumière. Et ensuite, nous avons besoin d'un parti déclencheur. Déclencheur, c'est-à-dire mettant à profit ce qu'il est seul capable, lui, d'incarner, la mémoire. La mémoire des luttes, la mémoire du temps qui a passé, l'expérience de ce qui ne sert à rien et le savoir de ce qui sert à quelque chose. Le souvenir des personnes, l'apprentissage de l'œuvre des autres, pour se nourrir soi-même et s'agrandir soi-même du travail intellectuel des autres. Donc nous avons besoin d'un parti déclencheur, c'est-à-dire qui, sachant tout cela, propose les opportunités d'entrer dans l'action en direction des cibles que l'on vise. Évidemment, à chacun d'entre nous d'être à la fois sachant, connaissant et stratège. Nous le sommes tous dans notre milieu, tous sans exception. Dans notre entreprise, dans notre association, des fois dans notre famille, il y a aussi des stratégies familiales. Quand j'ai fait des études de sociaux, il y a même des stratégies matrimoniales. Ça me tuait, moi je croyais que c'était que de l'amour, ben non, il y a des stratégies. On est naïf des fois. Hein. Mais bon, c'est pour dire, ça n'a rien de monstrueux de parler de savoir stratégique. Et ce savoir stratégique, c'est ce qui donne de la force. Pour ma part, bon, j'imagine qu'ici il y a des gens de toute conviction, ça va de soi. Mais moi je suis très fier d'avoir pu être ce porte-parole qui dit « il n'y a qu'une consigne, n'attendez pas les consignes ». Et de savoir que j'étais immédiatement compris par tout le monde, parce qu'en effet, personne n'avait besoin de consignes, tout le monde savait ce qu'il avait à faire. D'où venait cette sorte de magie, d'un savoir commun et partagé, d'une intuition commune, d'une expérience commune accumulée par les uns et par les autres, et surtout d'une volonté claire de ce qu'on ne voulait, de ce dont on ne voulait pas, parfois moins clair de ce dont on voulait précisément. J'ai un peu plané beaucoup là. J'espère que ça vous a plu. Il faut planer de temps à autre, sinon on ne voit pas plus loin que le guidon. J'ai encore pas fini pourtant. Ah bah écoutez, hein, c'est comme ça. Puis j'espère que personne ne vous avait dit avec Mélenchon, c'est bref. Et encore, j'ai fait moins que Fidel et Chavez. Il paraît que Chavez a fait une conférence de presse de 9 heures. 9 heures, il avait vraiment envie de les faire souffrir. Une fois, je suis allé à une réunion où il était, et quand on s'est assis, j'ai dit « Oh, c'est sympa, il y a de l'eau et des petits biscuits. » On m'a dit « Bah non, justement, c'est pas sympa. C'est qu'il va avoir faim et soif et qu'il continuera à parler. » Bon, c'est pas... Moi, je ferai don aussi de mes cordes vocales à la science. Quand la campagne présidentielle s'est arrêtée, j'ai dit chez moi, écoutez, la chose la plus précieuse pour moi, ça serait de plus m'entendre. Moi-même. Bon, il faut quand même que j'entre au moins dans un point. Je vous fais grâce des autres, pourtant ils me tenaient à cœur. Je vais vous saouler, comme d'autres, avec un des résumés qui me permet de rendre concret tout ce que je viens de dire. Je vous ai parlé de l'expansion des êtres humains. Les êtres humains sont partis d'un point d'Afrique et ont rempli toute la surface de la Terre habitée. Nous sommes 7 milliards. Nous atteignons les limites de l'occupation de la Terre. D'abord parce que 40% des sols sont déjà arides. Il y a des gros malins qui pensent que c'est pas grave parce qu'il reste encore toute l'Amazonie. Bon. Je leur propose donc d'aller voir comment ça se passe dans l'Amazonie et ils s'apercevront qu'en réalité, la couche arable, éventuellement, est extrêmement faible, très peu importante. Donc, l'expansion humaine doit continuer. Nous avons commencé à décoller de la Terre.
Depuis Yuri Gagarin, les êtres humains sont capables de sortir du globe. Rappelez-vous du nom de Yuri Gagarin. Hein. C'est le deuxième franchissement des limites humaines absolues. Hein. Là, c'est un endroit où on ne peut pas vivre. C'est l'équivalent de Gutenberg pour l'esprit. Gutenberg, c'est nous arrache à la tradition orale. Donc, où est-ce qu'elle va aller, cette humanité? Dans les étoiles, oui. Mais il va falloir y aller drôlement vite. Parce que le rythme d'accroissement de la quantité des êtres humains va plus vite que la capacité qu'on a à trouver les moyens de franchir les distances infinies qui nous séparent éventuellement des mondes habitables que nous trouverons immanquablement. C'est donc en mer que les choses vont se passer. Je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu en parler. Je veux absolument que ce débat arrive à entrer dans la sphère publique. La mer, c'est 70% de la surface du globe. C'est 95% des espèces vivantes, dont 90% sont inconnues aujourd'hui. La mer, c'est un espace juridique vide au-delà de 200 000 marins. Tout ce qu'il y a au milieu est à personne. À personne au sens radical, c'est pas à tout le monde. C'est à personne. Donc il s'y passe n'importe quoi. La mer plus la modification du climat, c'est une transformation extrêmement importante de l'économie humaine qui apparaît si la catastrophe n'arrive pas avant que cette mutation ait lieu. J'en donne un exemple. La fonte du pôle Nord ouvre de nouvelles voies maritimes, vous en avez tous entendu parler. Mais la conséquence n'est pas seulement celle que vous croyez. D'abord, ils vont se peler entre eux pour savoir à qui appartient le passage. À qui appartient tout. C'est les guerres traditionnelles des êtres humains. À qui? Aux Danois, aux Russes, aux Américains? À qui? Ça commence déjà. Mais c'est pas seulement ça. C'est que si vous faites passer des bateaux par la voie nord, vous n'avez plus besoin de passer par le canal de Panama ni le canal de Suez. Donc, vous n'avez plus besoin de limiter la taille de vos navires à la largeur acceptée par ces canaux. Si bien que vous pouvez construire des navires infiniment plus grands, infiniment plus larges, parce qu'on sait le faire. Et donc, vous facilitez la délocalisation permanente du monde. C'est-à-dire la production de n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, mais surtout n'importe où, parce que c'est transportable à peu de frais. Vous voyez l'impact. Mais je reviens à la mer. La mer change tout pour nous. Et maintenant, je vous parle comme stratège, si j'ai le droit de parler en ce nom. Si nous faisions une révolution citoyenne dans notre pays, personne ne peut imaginer qu'on nous laissera faire tranquillement. La dernière fois qu'on a essayé, toute l'Europe nous est tombée dessus. Bon, on les a raccompagnés. Mais au bout d'un moment, c'est eux qui nous ont raccompagnés. J'espère qu'on n'en viendra jamais à ça. Mais comment faire? Il est évident que le poids scientifique, intellectuel, culturel que nous pesons sera déterminant. C'est notre capacité à faire quelque chose qui corresponde à l'intérêt général, qui sera notre plus grande force de séduction sur le monde entier. Nous disposons du deuxième territoire maritime du monde. Pour que ça vous fixe bien les idées, la France est accrue de 10% sans tirer un coup de fusil, sous le gouvernement de Lionel Jospin, car l'ONU avait dit « Ceux qui peuvent prouver que leur plateau continental est bien continu jusqu'à, je ne sais plus quelle distance supplémentaire, ceux qui peuvent le prouver, c'est à eux. » Et nous, les Français, nous disposons des bateaux et des navires qui nous ont permis d'établir que oui, c'était à nous. Et la France est accrue de 10%. Personne n'en a parlé. Mais imaginez-vous, pour vous faire une idée de la chose, qu'on se soit étendu de 10% chez les Belges, les Allemands et les Espagnols, juste pour donner une idée du genre de rock'n'roll auquel ça donnerait lieu. Eh bien, c'est ce qui s'est passé tranquillement, sans un coup de fusil. La taille totale de la France, au-dessus de l'eau et sous l'eau, est l'équivalent de l'Inde, et c'est plus que la Chine. Silence glacé dans la salle. Si quelque chose peut être glacé à cette heure. Ça veut dire que les arguments de la puissance, nous n'avons jamais cessé d'en disposer. La puissance, elle est militaire, bien sûr. C'est ce qui dissuade les autres de venir vous chatouiller. Mais avant toute chose, la puissance est intellectuelle. La mer nous offre un espace de développement qui changera les conditions de production sur Terre. L'humanité est déjà entrée en mer. Au début, quand je faisais le discours, je disais « va entrer en mer ». Et un jour, quelqu'un m'a dit « mais de quoi tu parles? C'est déjà fait. On fait des forages en mer. On sort du pétrole de la mer. On sort des minéraux de la mer. On sort du gaz. Il est question de sortir du gaz de Chypre. » C'est M. Cohn-Bendit qui a trouvé que c'était la bonne solution pour Chypre. Bonjour les écolos.
Bon. Donc la mer et l'entrée en mer se fait sur le mode capitaliste, c'est-à-dire à la dégueulasse. Nous sommes entrés en mer parce que nous déversons continuellement des nitrates, parce que nous déversons dans la Méditerranée des boues rouges de bauxite, parce que, j'allais dire dans la circonscription, on ne sait même pas où c'est, à côté de Biscarrosse, on y déverse directement dans la mer des flots de saloperies. L'entrée en mer est faite. Il s'agit donc de la rendre responsable, et pour nous les Français, d'être une avant-garde, de montrer tout ce qu'on peut faire avec la mer. Parce que quand dans le programme on a dit on va sortir des énergies carbonées, tout le monde dit oui, oui, et le nucléaire, quand est-ce que vous en parlez? On va faire un référendum, ah bon, et tout le monde ne parle que de ça. Bien sûr qu'il faut la transition énergétique, et qu'il faut sortir du nucléaire, mais c'est pas tout, il faut aussi sortir des énergies carbonées. Il faut aussi sortir des énergies carbonées, il ne suffit pas de sortir du nucléaire. Donc il faut produire de l'énergie autrement, et il faut produire les matières premières qui sont les sous-produits aujourd'hui de l'énergie carbonée. Le pétrole, c'est pas seulement de l'essence pour vos bagnoles, c'est aussi la base du plastique et tous les autres produits. Et du plastique, mes amis, il en flotte jusqu'à 20 mètres de profondeur dans un 7e continent qui flotte à la surface de la mer, dans cet endroit où personne n'est responsable de rien. L'équivalent de la moitié de la surface de l'Europe en déchets qui flottent sur la mer. Donc il faut sortir de ça. Et ce sont des milliards de microparticules des fois qui sont là. Comment en sortir? L'aquaculture nous le permet. Comment ça? Nous savons faire l'équivalent du plastique avec des algues, c'est-à-dire des produits biodégradables. Il faut s'y mettre d'une manière ardente, rapide, efficace, de masse, en essayant de faire en sorte qu'on ne casse pas tout au passage et sans créer des inconvénients dont on ne mesure pas aujourd'hui la réalité. De la même façon, pour la production d'énergie, il ne suffira pas d'avoir des éoliennes, ni des espaces photovoltaïques. D'abord parce que pour les faire, il faut du silicium. Le silicium, c'est le mot savant pour dire le sable. Eh bien, continuez à faire des trous pour prendre du sable. D'où croyez-vous qu'ils sortent? Eh bien, vous faites des trous, vous les enlevez des plages, vous les enlevez de la mer. Et que se passe-t-il? Le littoral change. Vous le savez tous, j'espère maintenant. Le littoral change de plus en plus, et d'une manière de plus en plus, entre guillemets, catastrophique, c'est-à-dire non maîtrisée. Il y aura intérêt à ce que le littoral ne change pas trop du côté de Blaye, hein, parce qu'au moment où ils l'ont construit, ils n'ont pas envisagé le cas. Donc, la mer nous permet de renouveler nos techniques, de faire appel à l'intelligence collective et de mobiliser des moyens. Voilà pourquoi je considère que la grande idée de la doctrine éco-socialiste, qui est de passer à la planification écologique, c'est-à-dire récupérer la maîtrise d'une matière première invisible, le temps. Le temps qui est approprié aujourd'hui par le temps dominant de la production privée et de la finance. Le temps qui intéresse ce secteur-là des activités humaines, c'est le temps court, c'est le temps immédiat, c'est le temps zéro, celui de la transaction. Et pour les entreprises, c'est le benchmarking à 3 mois. C'est-à-dire tous les 3 mois, l'obligation de rendre des comptes pour montrer qu'on est dans le bon fil de profitabilité. Il est impossible de construire une stratégie à 3 mois dans quelque activité humaine que ce soit. Il faut du temps. Se réapproprier le temps long, c'est ça le sens de la planification. Et il n'y a pas de planification et de développement d'une économie écologique sans planification, c'est-à-dire sans maîtrise du temps long. La récupération par la planification nous permet d'imaginer par quelles étapes nous allons passer pour substituer un ordre de production de l'énergie à un autre. On ne pourra pas le faire en claquant les doigts, ni en éteignant la lumière. On a besoin de 20 ans pour passer du nucléaire à autre chose. C'est très long, c'est trop long. Il faut qu'on trouve le moyen. De même, la recherche fondamentale doit être mise à travailler plus que jamais. Si nous ne refroidissons pas les déchets que nous avons, qu'est-ce qu'on va en faire? Peut-être que vous ne le savez pas, on l'a déjà foutu à l'eau. Vous ne le savez pas, heureusement pour vous. Ça permet de mieux dormir. Et puis le reste, on a fait un tas avec. Et comme on ne sait pas quoi faire avec, et qu'on parle des risques de terrorisme, etc., etc., il s'agit de transbahuter tout ça pour le mettre dans un trou, à Bure. En espérant et en croisant les doigts que ça ne provoque pas une catastrophe encore plus grande. Et figurez-vous que nous, on a fait le calcul. À raison de 2 colis par jour qu'on descend au fond, il y en a pour 100 ans. Les déchets actuellement accumulés pour les foutre dans le trou, c'est 100 ans. Donc on voit bien que ce n'est pas la solution à aucune des objections qui sont présentées à leur actuelle dissémination. On prétendrait que c'est une solution de les ramener tous au même endroit. Non, il faut trouver le moyen de les refroidir, c'est-à-dire d'arrêter, de ralentir le processus de la radioactivité. Ça, c'est de la recherche fondamentale. J'ai aucune idée de comment on peut faire, mais je sais que c'est ça qu'il faut faire. Donc on a besoin d'investissements publics lourds dans la recherche et l'éducation. Pas superficiels ni cosmétiques.
lourd pour que des gens puissent travailler, d'accord, à chercher, y compris sans rien trouver. Parce que le nombre d'imbéciles que j'entends me dire « Ah ben, il va aller chercher, maintenant il faut qu'ils trouvent hein. », ça c'est bon pour... Ben oui, mais non, mais quand c'est des responsables politiques, ça fait de la peine. C'est pas vrai, il faut réellement un genre de conneries. D'abord, ils n'ont rien compris. C'est Picasso qui a eu la réplique définitive sur le sujet. Il a dit « Moi, je ne cherche pas, je trouve. » Et quand on cherche, on ne sait pas ce qu'on cherche. Et des fois, on trouve des choses qu'on ne cherchait pas. Tout le monde le sait. Mais l'esprit humain est fait comme ça. Par conséquent, tous ces bellâtres qui prétendent mettre l'esprit dans des rails pour en tirer du jus se trompent complètement sur la façon dont tout ça peut fonctionner. Donc vous voyez, tout ça, ça veut dire de l'investissement public. Et quand on va démarrer les productions, il faudra de l'investissement public. Ça veut donc dire de l'argent qui aura été collecté, d'abord celui qui est dans vos poches, pas vous ici. Mais vous devez savoir que dans les bas de laine des Français, il y a l'équivalent d'une année de budget de l'État. Donc on n'a pas d'argent dans ce pays. Et il y en a dans le monde. On me dit, mais si on fait ce que vous dites, personne ne viendra. Bien sûr que si. Parce que moi, je vous garantis du 2%. Vous pouvez toujours aller faire du 18% avec des subprimes, et un jour vous retrouvez à faire des cocottes en papier avec vos titres d'emprunt. Tandis que moi, c'est du solide, c'est du bon. Vous allez voir, mon hydrolienne, elle est là, l'autre, elle est là, ça produit l'électricité tous les jours, sans arrêt, sans fin. Tant qu'il y aura de l'eau froide au fond et de l'eau chaude au-dessus, le système marchera. Et ainsi de suite. Ce que je veux vous dire de tout ce que je viens de dire, l'éco-socialisme, c'est une manière de reprendre le goût du futur, de se passionner pour ce qui va arriver, et de ne pas le regarder avec hantise, angoisse, en se disant « c'est très dangereux, tant mieux !» Plus c'est dangereux, plus on est obligé de se bouger. Plus c'est compliqué, plus on est obligé de chercher ensemble. Plus c'est périlleux, plus il y a intérêt à se protéger les uns les autres. En quelque sorte, sous cette forme renouvelée, sous cette forme retravaillée complètement par l'esprit des Lumières, le communisme est l'avenir de l'humanité. En ce sens, de la mise en commun, du partage, de la réflexion ensemble, et pas évidemment d'une certaine caricature qui est présente à l'esprit de tout le monde ici. Mais à qui je ne veux pas jeter la pierre. C'est pas le sujet, mais quand même. Pensons à ceux qui ont pensé de cette façon dénouer la plus grosse chaîne qui pèse sur la condition humaine, qui est la misère et l'ignorance. Et bien voilà, la doctrine de l'éco-socialisme vous propose un cadre. Peut-être que vous aurez la curiosité de regarder. Moi je trouve ça assez mal écrit, mais bon, ces milieux littéraires ne sont pas forcément ceux qui ont écrit tout ça. J'y ai moi-même ma part de responsabilité. Elle essaye de résumer en quelques principes. Voilà. Alors, bon, pour terminer, en France, on fait toujours des citations. On va reprendre une que j'ai déjà présentée à plusieurs reprises. Elle aide bien à réfléchir, c'est de Gaston Bachelard, donc personne ne prendra ça pour du communisme. Hein. Ça vous va, Bachelard? J'avais proposé à Jospin. Il m'avait dit assez bien comme slogan de campagne. Pour une fois qu'il me disait quelque chose, avec le sourire. Ça dit la chose suivante. Ça dit le futur. Oui, il se marre. Le futur. Vous la connaissez? Le futur, ce n'est pas ce qui va arriver. C'est super matérialiste, mon truc. Je recommence. Le futur, ce n'est pas ce qui va arriver, c'est ce que nous allons faire. Voilà, merci. Le futur, ce n'est pas ce qui va arriver, c'est ce que nous allons faire. Voilà, merci.